Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors je commence, je m'appelle Morisset, je suis auteur de bande dessinée, principalement dessinateur depuis une trentaine d'années. Et moi je suis Thierry Mornay, je suis responsable éditorial comics au sein des éditions Delcourt depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. En ce qui me concerne, c'est un peu comme la plupart des auteurs de bande dessinée. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents étaient lecteurs, comme Obélix. Et mes parents étaient lecteurs, donc je suis forcément, par la force des choses, devenu lecteur également. J'ai appris à lire avec la bande dessinée. Et puis, mais tout petit déjà, en fait. Pour moi, c'était une évidence, ça allait être un métier, même avant que je sache ce que c'était réellement. Donc ça a toujours été là, jamais eu de plan B. Voilà. Moi ça a débuté lorsque j'avais 7 ans. Je suis tombé en amour complètement de Tintin au Tibet, un petit peu par hasard en fait. J'accompagnais ma mère qui faisait des ménages chez des personnes, et pour que je ne fasse pas le bazar, elle m'a mis devant un album de bande dessinée, c'était celui-ci. Et puis ensuite j'ai poursuivi avec Pif, tous les récits d'aventure dans Pif Gadget. Et ensuite je suis tombé un petit peu dans la bande dessinée américaine, en particulier à travers des revues, des éditions Luc comme Strange, Titan, Nova. Et puis j'ai poursuivi en fait jusqu'à l'âge jusqu'à maintenant en fait, tout le temps. Et mon épouse m'a juste un jour dit que je parlais un petit peu trop de bande dessinée sans en faire véritablement. Donc elle m'a mis un bon coup de pied aux fesses pour m'amener en fait à sortir de ma coquille. Et puis c'est comme ça que je suis devenu professionnel en fait. Et comme on dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et oui, et elle est aussi grande que moi effectivement. Et du coup, pourquoi l'édition alors? Pourquoi c'est tourné l'édition? Oh, tout simplement parce que je suis un dessinateur plus que médiocre, et que c'est par ce biais-là en fait que m'a intéressé le médium. Travailler en collaboration avec des auteurs, c'est particulièrement gratifiant parce que ça permet de mettre en valeur leur travail, que ce soit d'ailleurs la bande dessinée américaine à travers des auteurs de renom, ou que ce soit des auteurs issus de la BD franco-belge. Et puis c'est ce qui nous a aussi réunis en fait avec Morisset, puisque j'étais fan de son travail dans Spirou, et on s'est rencontrés il y a maintenant près de 25 ans en fait. Moi à l'époque je ne travaillais pas encore professionnellement dans la bande dessinée, mais je participais à de nombreux fanzines, et puis voilà, je lui ai écrit une lettre enflammée amoureux de fan quoi, de son travail, Que j'ai toujours. voilà, et en fait il me fait chanter en fait depuis 25 ans. Voilà. Non, si, mais il s'est rien passé. Pas du tout. C'est un peu grâce à la personne qui est à ma droite là. En fait j'ai toujours été un gros fan, donc je reviens un peu à l'enfance. Ma mère était lectrice de Mickey Magazine, mon père de Tintin. Moi j'ai découvert Spirou, ça s'invente pas, c'est comme ça. Et puis un jour en rentrant de l'école, je dois avoir 11 ans, on passe chercher mon Spirou et je découvre qu'il y a un truc qui s'appelle Strange. Et du coup je prends en pleine face Spider-Man, Iron Man, Daredevil, et je m'en suis jamais remis. Et puis j'ai donc fait 9 ans de travaux forcés, forgués, je sais pas comment le dire, pour le journal de Spirou. Et jusqu'au moment où on me remercie et on me dit va voir ailleurs si j'y suis. Et à ce moment-là, je me suis dit il est peut-être temps d'essayer autre chose, même de revoir ma copie graphiquement et de peut-être risquer l'aventure. Et lors de mon premier Angoulême, j'ai rencontré la responsable des droits internationaux pour DC Comics, qui est toujours mon ami d'ailleurs, et à qui j'ai remis un dossier avec des essais dans le style Batman Aventure de l'époque, donc Bruce Timm, et qui m'a dit mais je peux pas vraiment t'aider parce que moi c'est les droits internationaux, j'ai rien à voir avec l'éditorial. Et puis qui finalement a quand même déposé mon dossier sur un bureau. Et le dossier a fait son chemin et ils m'ont contacté. Et donc mes premiers boulots pour DC, c'était essentiellement du dessin de licence, donc pour des livres de coloriage, pour des activités pour les enfants, dans le style Batman animé. Donc ça c'est les premiers boulots, c'est comme ça. Et à partir de là, il y a toujours eu une envie d'essayer de rentrer avec plus ou moins de succès. Et il y a eu une incursion ou deux sur Adventure of Superman où j'ai aidé Mike Wieringo. Puis ça s'est recalmé, puis j'ai commencé à avoir pas mal de boulot pour Bambou. Et là c'est vrai que j'ai un peu... Enfin avant Bambou, il y a eu un album de Cosmic Patrouille édité par ce monsieur ici à ma droite, quand il travaillait aux éditions Sémic.
Et lors d'un Angoulême assez mémorable, comme tous les autres, euh, il y avait un invité américain qui s'appelle toujours Brandon Peterson, qui à l'époque était directeur artistique pour CrossGen Édition, et avec qui j'ai sympathisé tout au long du week-end, et qui à la fin du week-end me dit: mais si un jour tu passes en Floride, viens nous voir. Et j'ai pas hésité, j'ai emmené ma famille et je me dis on part en vacances en Floride, on va voir les parcs des Disney, et j'en profite pour aller faire un tour chez CrossGen. Et je suis revenu avec du job, je suis revenu avec un job. Donc là c'est le premier vrai gros boulot, on va dire. Ça s'appelait Les Crossovers, c'est un scénario de Robert Roddy qui a été traduit après en français par l'édition Sémique et par Thierry Mornay également. Et puis il y a eu un long hiatus en fait, où je me suis retrouvé un peu par hasard à refaire de l'humour pour Bambou. Donc comme tu l'as dit, où j'ai dessiné notamment Basket Dunk, Cosmic Patrouille, Les Profs et Boulard. Et puis par le plus grand des hasards, je suis allé à New York avec une bande de potes, où on se dit tiens on va aller à la convention de New York, on va profiter pour aller voir New York. Et j'avais quelques sketchbooks avec moi, et je suis retombé sur un gars que je connaissais depuis très longtemps et que j'avais pas revu, qui est Jimmy Palmiotti, et qui avait besoin d'un dessinateur là tout de suite maintenant pour une histoire de Harley, et j'ai dit oui, je le fais. Et à partir de là, DC a commencé à me donner de plus en plus de travail, et je me suis retrouvé à devoir faire un choix. Et donc j'ai arrêté de collaborer avec Bambou, et depuis je travaille de manière quasi régulière pour le marché américain, pour différents éditeurs. Et donc on en revient à Star Wars, c'est ça? Et Star Wars, c'est un jour j'ouvre mon Facebook et il y a un message Messenger de l'éditeur de Star Wars qui me dit: ça te dirait de faire une couverture ou une histoire pour nous? Et je dis bah oui. Et je me retrouve à 100 pages jusqu'ici pour l'instant, quoi. Donc voilà. Alors j'étais un fan de Star Wars, mais là aussi c'était un peu enfoui en moi, parce que pas très fou de la seconde trilogie. J'avais raccroché un peu les wagons avec Rogue One et avec Solo. Mais en me mettant à bosser sur les premières pages, je me suis rendu compte à quel point le gamin de 10 ans qui avait vu Star Wars en 77 était encore là, bien présent, et effectivement je connaissais mon Star Wars, comme on dit. Donc oui, j'aime Star Wars. J'aime en tout cas j'ai mon Star Wars, voilà, ma génération à moi. Donc ouais, j'aime Star Wars. Ouais. Et pour Thierry? Oh bah, moi je suis fan de Star Wars pour l'avoir vu effectivement en 77 également en salle lors de sa sortie. J'étais assez vieux pour ça. Et puis j'ai la chance d'éditer depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années les comics Star Wars. Donc en toute logique, le matériel qui est produit aux États-Unis, notamment celui qu'Alain produit, je me suis plus que penché dessus avec une envie de l'adapter en français. Et effectivement, les fameuses 100 pages dont tu parles vont faire l'objet de 2 albums au sein de cette collection Star Wars Nouvelle Aventure, dont le premier tome là vient de sortir il y a vraiment quelques jours. Et le restant des récits que tu as pu réaliser fera l'objet du 4e tome de cette série qui est déjà programmé pour milieu de l'année 2020. Je voudrais juste revenir un petit peu historiquement. Il y a aussi quelque chose que tu as passé sous silence, mais qu'on a pu réaliser ensemble en termes de comics, et c'était la collaboration avec Todd Dezago et sur Telos, et qui remonte à maintenant une vingtaine d'années, et ça faisait suite à la visite de Mike Virengo et de Todd Dezago lorsque chez Semic nous avions lancé la série Telos, et puis est née un petit peu sous le radar, parce qu'aujourd'hui c'est des choses qui se pratiquent peut-être plus aisément, mais il y a déjà une vingtaine d'années on était parvenu à faire travailler collaborer des auteurs franco-belges, que ce soit toi, que ce soit Bruno Bessadi, Siro Tota aussi, sur cette série américaine, à travers des vraies passerelles entre les deux univers, et Alain avait fait un magnifique récit complet, tout comme Didier Chris aussi, sur Telos, et je suis particulièrement fier de cette époque. Puis c'était une vraie occasion de collaborer ensemble dans un domaine qui est un domaine de passion en fait, commune. Voilà. Quand il s'agit de la création, moi j'en fais relativement peu, puisque je suis personnellement en charge d'un catalogue qui adapte des comics pré-édités aux États-Unis. Donc mon travail est un petit peu différent de celui d'un éditeur au sens franco-belge du terme, dans le sens où ces personnes-là accompagnent, suivent un projet, collaborent avec les auteurs. C'est
à moitié vrai dans certains cas lorsqu'on a la chance d'être un petit peu à l'origine de certaines idées qu'on peut échanger avec des auteurs, puisque au bout de quelques décennies d'expérience, on va dire, on finit par bien connaître certains auteurs, on développe des relations qui sont à la fois amicales et pas seulement de travail. Et lorsqu'on arrive à glisser quelques idées, on est heureux de pouvoir servir de catalyseur des fois à certains projets. Je pense que ça a été le cas avec Eric Powell sur certaines choses. On échange beaucoup avec Terry Moore également qui est un auteur aussi phare de notre catalogue que j'apprécie particulièrement. Mais généralement, très honnêtement, à part la relation de confiance qui se développe avec les auteurs, je peux citer aussi Mike Mignola par exemple, avec lequel on va probablement poursuivre une relation de longue date avec des projets un peu inédits. Ça reste assez limité. L'échange sur la partie créative est assez limité, il faut le reconnaître. En revanche, effectivement, sur la partie création, je pense qu'il faudrait pouvoir interroger un éditeur de franco-belge en fait, qui est en charge de projets de création pour vraiment savoir comment ça se passe. Et là, ça dépend vraiment des auteurs, ça dépend vraiment de l'implication de l'éditeur avec telle ou telle chose. Mais Alain, tu as peut-être une expérience toi aussi dans ce domaine-là qui est très, très variable aussi selon les projets. C'est très très variable parce qu'il y a des éditeurs qui veulent avoir une main mise sur le projet, donc qui sont très directifs. Il y a ceux qui sont clairement complètement absents et qui refont surface quelques jours avant la remise des dernières planches par exemple. C'est les meilleurs ceux-là, des cadors. Et puis il y a ceux qui accompagnent réellement, ce que j'appelle moi les vrais éditeurs à l'ancienne, qui peuvent suggérer des idées, qui peuvent débloquer les situations, qui sont vraiment un soutien comme quelqu'un qui soit soutien. Des facilitateurs, voilà, c'est le cas. Je ne vais pas citer ceux qui font mal leur boulot, je vais en citer un qui fait bien son boulot. C'est Hervé Richès par exemple qui travaille pour Grand Angle, qui est le directeur de collection de Grand Angle, qui effectivement alors qu'on travaillait sur le second tome de Garance, qui malheureusement n'est pas sorti, mais ça c'est autre chose. J'avais quelques blocages au niveau de certains points de scénario, et il s'est dit, écoute, viens à Paris, on se retrouve à Paris, et on s'enferme dans un bureau et on n'en sort pas tant qu'on n'a pas les solutions, si elles te conviennent. Donc ça c'est un vrai boulot, voilà, par exemple. Donc c'est accompagner, c'est faciliter les choses, effectivement. Et aussi être un peu parfois être un peu le confident du dessinateur. C'est une relation, il y a énormément d'empathie, d'humain, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. C'est quand même quelque chose avec lequel un auteur de BD vit quasi 24 heures sur 24. Donc, et un éditeur, au contraire, lui, gère plusieurs projets. Donc on peut aussi entendre en tant qu'auteur qu'il n'a pas que nous comme souci, entre guillemets. Mais c'est vraiment l'accompagnateur. L'idéal, c'est accompagner et faciliter les choses. Voilà. Je dirais, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est le rythme de travail. Si on se retrouve à travailler sur une série régulière américaine, mensuelle, on a une idée de ce que ça entraîne, c'est-à-dire 20-22 pages par mois. Alors que quand on travaille dans le franco-belge, on est plus sur des 40-50 pages par an peut-être, parfois plus. Parfois beaucoup moins. Donc oui, c'est le rythme. Après, en termes de narration pure, je dois avouer sincèrement, alors il y a des différences, Claire, il y a tellement de choses à dire. Ça dépend si on part d'un one-shot en Europe ou si on part d'une série en Europe. Ça dépend si aux États-Unis on part d'une série continue ou d'une mini-série ou d'un graphic novel. J'avoue très sincèrement que j'ai du mal à répondre parce que, ayant vraiment un pied, ayant grandi dans le franco-belge et puis devenant vraiment quasi un auteur, je ne vais pas dire à l'américaine parce que je garde des spécificités européennes. Par exemple, je continue à me documenter énormément pour les décors. Je mets essentiellement l'accent sur l'acting, donc le jeu des personnages. Je suis pas un auteur splash. Je ne suis pas quelqu'un qui dit voilà, je dois raconter. Par exemple, un exemple bien précis, c'est j'ai une planche à dessiner et dans la planche, on me dit alors tel personnage répond au téléphone, appelle une autre personne. Et puis il y a une discussion qui s'engage, qui va faire plus ou moins 3-4 cases. Et la dernière case, Wolverine défonce la porte. Et pas mal d'auteurs américains vont probablement, en tout cas certains auteurs américains vont se dire ok, moi je vais parler en termes d'impact. Je vais d'abord dessiner un très très grand Wolverine qui défonce une porte. Et puis je verrai avec le reste de la place. Et je dessinerai 3-4 petites têtes au téléphone.
Voilà. Alors que moi, je vais probablement faire un petit plan de la pièce, la mise en scène, voir où est ma lumière, savoir comment... et probablement mettre plus l'accent sur l'acting que sur le Wolverine qui défonce la porte. Voilà, donc c'est deux approches. Maintenant, il y a plein d'auteurs américains. La BD se globalise terriblement. Quand je dis BD, c'est, allez, je devrais dire le médium narratif. Comment on appelle ça? L'art séquentiel. L'art séquentiel, voilà, pour citer quoi. Will Eisner, c'est ça? Se globalise. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement de plus en plus nourri à tout. Que ce soit la BD asiatique, que ce soit que pour moi ça devient une espèce de grand chaudron dans lequel je mixe tout, j'ingurgite et je garde ce qui m'arrange vraiment et c'est ce que ça devrait être pour bien faire. Donc, bon, c'est comme ça que moi j'espère voir la BD dans le futur. Moins, ok, peut-être moins de spécificité, mais d'un autre côté, je crois qu'il est important de se nourrir de tout pour arriver à quelque chose. Si on aime le médium, on peut pas être franco-belge et passer complètement à côté du comics ou à côté du manga et ça va dans les trois sens. Pour moi, ne pas le faire, c'est une erreur. Je suis assez intransigeant sur le truc et c'est de l'obscurantisme pour moi. Voilà. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, tu as déjà tout dit et très bien, donc merci. Alors, mais c'est vrai que les spécificités, elles sont liées avant tout au mode narratif. Effectivement, il y a quand même des spécificités qui sont propres aux comics, de la même manière qu'elles sont propres au manga ou au manhwa. La BD franco-belge va peut-être mettre plus l'accent sur les cases où on va établir un décor et ce genre de choses, alors qu'on va être beaucoup plus focalisé sur l'action et sur le fait de faire avancer l'action beaucoup plus rapidement dans le cadre et les personnages dans le cadre d'un comics américain. Et là encore, il faut relativiser tout ça parce que ça dépend du genre que l'on considère. Lorsqu'on est sur un comics, sur des comics des polars par exemple, on n'est pas du tout sur le même rythme que lorsqu'on est sur du super-héros ou lorsque l'on est sur de la science-fiction. Enfin, Criminal, Hellboy, X-Men, c'est pas la même chose. Tout à fait. C'est très très variable selon les auteurs et les genres qu'ils abordent dans leur bande dessinée. Bah pour moi ça démarre en tant que gamin, j'ai envie de dire que c'est un peu la base, c'est forcément Franquin, Maurice, Will, et puis toute l'école de Marcinelle, vraiment plus qu'une autre école pour moi. J'étais vraiment un enfant de Dupuis. Puis j'ai bifurqué. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu un intérêt certain pour Rubinon, pour JG, et puis quand j'ai découvert Strange à 11 ans, bah, je me suis dit mais qui est ce gars qui s'appelle Gil Kane, qui est ce gars qui s'appelle Ross Andru, et puis j'ai remonté et puis j'ai dit mais quel est ce mec qui dessine un truc que je comprends pas et qui me fout la pétoche, qui s'appelle Jack Kirby, puis un mec qui me fout encore plus la pétoche qui s'appelle Steve Ditko et que j'aimais pas du tout. Et maintenant avec le recul, je dirais aujourd'hui mes influences, elles sont vraiment, j'en ai encore, j'ai encore toujours des personnages, mais je remonte vraiment le temps. Et je vais vraiment à ce que moi j'appelle les fondamentaux. Donc ça remonte vraiment même jusqu'à Hal Foster, le créateur de Prince Vaillant. C'est Milton Caniff, c'est Noël Cyclès. Pour moi, c'est tout. Je vais pas dire que tout est là et parler comme un vieux con, mais les réponses sont là, l'ABC de la bande dessinée est là. Alors il y a plein de trucs aujourd'hui qui démarrent et où je me dis mais waouh, des gens comme Chris Samney par exemple, Mignola c'est un incontournable, mais il y en a tellement en fait. Je suis plus sûr que je sois encore vraiment une éponge aujourd'hui et que je puisse ingurgiter des choses, mais il y a énormément de gens qui, on peut être un peu vulgaire ou pas, qui me trouvent le cul. Il y a encore énormément de gens qui me trouvent le cul, plus de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci, je l'avoue franchement, ou alors des Espagnols encore pas mal aussi qui me trouvent le cul effectivement. Urasawa, tu parlais d'Urasawa. Urasawa au Japon, oui clairement, ouais, ça voilà, mais mes influences profondes, c'est un mélange de tout. Hein. Ça vient j'ai envie de dire que le côté expressif, le côté acting des personnages, le jeu de personnages, ça doit probablement venir de l'humour. Parce qu'on doit toujours un peu exagérer les mimiques, les gestes. Pour le reste, c'est super compliqué parce que mon dessin évolue encore, donc j'ai envie de dire que je suis super embarqué sur du Alex Toth alors que ça se voit pas du tout. Kirby pour les masques, ça se voit pas forcément non plus. Davis est un incontournable, Jack Davis. Wallace Wood, voilà, c'est vraiment les trucs pour l'instant. Si tu viens chez moi maintenant à l'improviste, c'est ce qu'il y a sur ma table, je le cache pas. Ce sont ces gens-là, quoi. Voilà.
Alors sans tomber dans le name dropping des auteurs, parce qu'il a cité beaucoup d'auteurs dont on est tous les deux ultra fans bien sûr. Et bon, il y a Will Eisner bien entendu, ça c'est pour la partie auteur qui complète la déjà longue liste d'auteurs américains ou franco-belges qu'a cité Alain. Non, moi je vais plutôt me concentrer sur les influences, on va dire éditoriales, puisque c'est aujourd'hui le cœur de mon boulot. Et si je dois déterminer deux mentors entre guillemets, ça va être bien entendu Ferchid Baroucha et puis Jean-Pierre Dionnet. Qui sont une bise à eux deux bien sûr, qui sont des personnes que j'apprécie particulièrement déjà en tant qu'humains et avec lesquels on arrive à se voir de temps en temps et parce qu'ils ont ouvert la voie en ce qui me concerne en me faisant comprendre et en me montrant très rapidement que la bande dessinée américaine ne se limitait pas à un genre, qui étaient les super-héros. Pourtant, j'avais découvert dans Strange, mais qu'il y avait à côté de ça des gens comme Wrightson, comme Corben, comme Eisner. Il y avait aussi de la bande dessinée anglaise qui était parfaitement inconnue quand Jean-Pierre a commencé à publier du Judge Dredd dans Metal Hurlant. Quand Ferchid publiait Spécial USA en France, pour moi c'est du Jeff Jones, tout ça c'était des choses qui m'ont mis le feu véritablement et qui on le voit aujourd'hui à travers le catalogue que j'ai le plaisir d'animer, qui ont des influences évidentes sur la manière que j'ai d'envisager un catalogue de bande dessinée américaine, puisque je fais extrêmement peu de super-héros, ça m'intéresse absolument pas aujourd'hui d'aller chercher des licences chez Marvel ou DC qui ne sont plus que les faire-valoir de grosses sociétés de divertissement qui sont là pour vendre de la licence et qui pour moi ne sont plus des éditeurs de bande dessinée. Et ça me permet de m'intéresser beaucoup plus à la fois aux auteurs et à des micro-éditeurs qui eux continuent à faire découvrir des jeunes auteurs, des univers différents. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse et je pense que le catalogue que j'anime est à l'image de ça et de ces portes que m'ont permis d'ouvrir à la fois Ferchid et Jean-Pierre. Donc, Je pense qu'on serait pas les mêmes personnes sans ces deux-là, effectivement. Ma culture serait beaucoup plus pauvre. Parce que c'est vraiment eux qui ont balancé des noms que je suis allé chercher à gauche à droite, toi aussi j'imagine, tant en littérature même qu'en cinéma, c'est des puissances quoi, enfin de culture plutôt. Culture et de pop culture. Et de pop culture, ouais, pop culture, clairement, voilà, ces deux-là. Alors la claque totale, elle remonte à un certain temps quand même pour moi. Mais quand je parle en termes de moments émotionnels purs, où je me suis... Alors en tant qu'auteur de BD, j'ai un gros problème, c'est que quand je lis, j'ai du mal à être un pur lecteur. Je déconstruis systématiquement. Quand je regarde un film, je déconstruis. La dernière fois que j'ai pas déconstruit, c'est Laïka de Nika Kabatzis, qui est paru chez Dargaud. C'est aussi c'est un bouquin qui m'a fait pleurer, vraiment. Alors que, on connaît le dénouement de Laïka, je vais pas spoiler le truc, mais c'est un chien envoyé par les Russes dans l'espace et qui revient pas, voilà. Il meurt à la fin. et c'est la seule fois aussi où, parce que je suis plutôt un mec réservé, je vais pas aller gueuler à quelqu'un que j'adore ce qu'il fait, etc., etc. Et là, en fait, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver les coordonnées de Nika Kabatzis et pour l'appeler et dire à quel point ça m'avait touché. Maintenant, en termes de claque, vraiment ce bouquin-là, c'est énorme. Je conseille à tout le monde de le lire. Une claque plus récente, et elle me vient maintenant, c'est Ce Tété-là. Ce Tété-là, qui est un album paru en français chez Rue de Sèvres, qui est l'histoire de deux gamines qui se retrouvent pour les vacances, comme d'habitude, chaque été, jusqu'à un certain été où une des deux gamines a grandi plus vite que l'autre. Et ça c'est un peu le pitch de départ. C'est un très très bon bouquin, c'est un bouquin qui vient vraiment qui vient des tripes et qui m'a plu. Maintenant en termes de claque graphique, Dan Mora est une claque graphique récemment, Chris Samney est une claque graphique permanente. Qu'est-ce qu'on a encore dans les tout récents, tout nouveaux? J'ai des gars qui me scotchent perpétuellement, hein, mais qui sont pas forcément des jeunes, mais des gars comme Duncan Fegredo, ouais, Walt Simonson, mais lui c'est une espèce de voilà, c'est un habituel. Mais Dan Mora, c'est assez épatant, je trouve. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Après, il y a pas mal d'Espagnols. Alors, le mec qui me scotche littéralement, et c'est un peu mon frère aussi, c'est Gabriel Hernandez Valtar, voilà, qui est probablement, bon,
il a été un petit peu mis sous les feux grâce à la vision, mais je pense qu'il mérite beaucoup plus de reconnaissance encore et ça va exploser parce que c'est un pur génie, c'est un fils de Sienkiewicz, c'est un fils de Miller, donc c'est un gars qui me réconcilie vraiment et qui me fait du bien quand je lis un de ses bouquins. Voilà. Moi, je vais être obligé de citer dans deux registres différents qui sont, pour commencer, ceux de la bande dessinée américaine. Et c'est pas une bande dessinée récente en fait, mais c'est une bande dessinée dont je suis particulièrement fier de pouvoir la faire découvrir aujourd'hui, redécouvrir en version française. C'est tout le travail de David Lapham sur Stray Bullets, qui pour moi est un des secrets les mieux gardés de la bande dessinée américaine, que je ne peux que encourager les gens à découvrir cette série magnifique, qui est une série fleuve. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin l'éditer en version française. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de très nouveau, mais je vais me contenter d'une de ça, sinon on y est encore dans une demi-heure. Et en ce qui concerne la BD franco-belge, j'ai pu le dire aux auteurs que j'ai le plaisir de connaître, c'était Les Nymphéas Noirs, qui est l'adaptation du roman de Michel Bussy par Fred Duval au scénar et Didier Casgrain au dessin. Je suis resté scotché par la qualité de narration, la qualité de la réalisation graphique et surtout par le travail qu'a pu réaliser Fred dans l'adaptation de ce roman qui était réputé inadaptable. Et vraiment magnifique album dans la collection Air Libre. Bravo, vraiment bravo. Là, ça m'a scotché et pour une fois j'étais pas éditeur, j'étais simple lecteur et ça fait un bien fou, quoi. Formidable. Star Wars New Adventure, c'est une réelle porte d'entrée pour un jeune lecteur. On pourrait aisément découvrir l'univers Star Wars à partir de 8 ans, je dirais, même peut-être un peu plus jeune, parce que hier j'ai eu un lecteur de 6 ans qui démarrait vraiment et qui c'était son premier Star Wars en fait, donc ça pourrait très bien être ça. Ce sont vraiment de très bonnes petites histoires, très bien ficelées, sans aucun cynisme. Donc port d'entrée fabuleux pour l'univers de Star Wars, ça c'est certain. Voilà, donc excellente idée d'IW et des éditions Delcourt. Oui, ce qui m'a plu dans le projet, c'était la capacité qu'on pouvait avoir à adapter l'ensemble de ces récits courts, puisque chaque album renferme 2 à 3 récits complets. Donc on n'a pas besoin forcément de rentrer dans une série fleuve, et on peut se contenter de lire quelques petits récits comme ça, qui chacun sont centrés sur un personnage majeur. Donc ça c'est aussi quelque chose qui permet de se concentrer sur tel ou tel personnage. Et effectivement, pour un jeune lectorat, c'est un point d'entrée idéal, quoi. Voilà. Dans un format franco-belge, il faut le préciser, parce que le dessin d'Alain et son découpage, sa narration s'y prête parfaitement. Donc c'est parfait. Deux trucs qui vont arriver, sur lesquels je m'apprête à bosser, qui sont pas signés, donc c'est difficile d'en parler. Mais il y a 2 trucs qui doivent arriver, ouais. Donc je vais être occupé pour les mois à venir. Catwoman, c'est toujours dans tes envies de série ou pas? Non, pas du tout. Il y a un truc sur les bureaux chez DC, un pitch auquel ils sont assez sensibles, mais chez DC tout est lent, chez DC tout change tous les 3 mois. Donc l'aventure d'ici, pour moi, si elle pouvait continuer, ça serait chouette. Mais c'est une espèce d'ascenseur émotionnel un peu compliqué à gérer pour moi, parce qu'on peut très bien être au top sur un truc et puis l'éditeur est changé de bureau et le projet se retrouve dans les armoires ou oublié aux oubliettes. Donc je vais teaser un truc. Humanoïde et Ahoy Comics. Voilà, je dirais pas plus que ça. Bah, je rebondis sur Ahoy Comics, bien sûr, puisqu'il y a notamment au moins un album qu'on fera en collaboration avec Alain sur du matériel déjà existant et à compléter. Et puis, sortant toujours de chez Ahoy Comics, et encore une fois parce qu'il faut se limiter, donc je vais en citer juste 2. L'autre Terre, qui sort en janvier, qui est l'adaptation de Wrong Earth, et qui est un récit de super-héros, mais avec un angle d'attaque bien particulier, puisque je ne choisis que des séries de super-héros avec une approche, un angle particulier, et celui-ci est vraiment très très bien, dessiné par Jamal Eagle. En l'occurrence, on va poursuivre le travail en collaboration avec Terry Moore, la sortie d'un 4e tome de Strangers in Paradise en novembre, et courant 2020, la sortie de 5 ans, l'adaptation de 5 Years, qui est son prochain projet, qui est en train de continuer à écrire et dessiner en ce moment, qui est absolument merveilleux. Et la suite de Stray Bullets, parce qu'il faut que je le replace, voilà, absolument. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Alors je commence, je m'appelle Morisset, je suis auteur de bande dessinée, principalement dessinateur depuis une trentaine d'années. Et moi je suis Thierry Mornay, je suis responsable éditorial comics au sein des éditions Delcourt.